Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Parole à l'élu. Nouvelle saison, nouveau décor, mais également nouvelle formule. 30 minutes cette année plutôt que 15, comme c'était le cas dans les dernières années. On va recevoir évidemment les élus de différents niveaux de gouvernement, autant fédéral, provincial que municipal. Notre conseiller ici dans le secteur de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin, qui devrait être avec nous régulièrement, presque à toutes les semaines. Et cette semaine, on commence émission de 30 minutes avec Maxime Pedneau-Jobin, évidemment, plein d'enjeux l'été qui vient de se terminer. Monsieur Pedneau-Jobin, merci, bienvenue dans notre nouveau décor, notre nouveau studio. Évidemment, l'été, un bel été, un été chaud, mais aussi un été chaud sur le plan politique. Enfin, on se prépare à un automne chaud, si on veut. Vous êtes, si on veut, le nouveau chef de l'opposition presque officielle, le parti qui est maintenant créé. Donc, votre rôle à vous, comment vous vous voyez comme chef de l'opposition? Bien, c'est un poste que je dois apprivoiser, là. Moi, je suis déjà de dire chef, je trouve ça étonnant quand les gens s'adressent à moi. Parce qu'on fait quelque chose qui n'a jamais été fait à Gatineau, là, dans l'ampleur de ce qu'on fait là. On a travaillé énormément cet été, oui, pour mettre en place le parti. Il y a toutes sortes de comités qui ont travaillé. Là, les travaux à la Maison du citoyen ont commencé et ça change un peu la dynamique, mais pas énormément encore parce que comme parti, on va prendre position, mais sur un certain nombre de grands enjeux. Mais ce n'est pas vrai qu'on va prendre position en bloc sur tout le temps. D'abord, je pense que ce n'est pas souhaitable pour personne, là, parce qu'on veut qu'il y ait du vrai débat, puis qu'il y ait une liberté pour les élus et pour les membres de défendre leurs propres opinions, puis tout ça, puis pas faire ça à huis clos en partie tout le temps. Ça, nous autres, on est contre ça. On veut une certaine liberté de parole. Mais oui, ça a été intense, puis ça va continuer d'être intense parce que là, on veut alimenter le programme pour se rendre au congrès qui va être en début d'année, où là, on va vraiment adopter une plateforme électorale, un programme assez complet. Puis là, ça fait que là, on navigue, mais il y a toutes sortes de sujets où je n'ai pas de position de parti encore. Mais comme chef d'opposition ou comme opposition officielle, si on veut, est-ce que vous avez l'impression que vous allez ou que vous devez obligatoirement vous opposer à tout ce que l'autre parti, en fait, le maire ou les autres conseillers peuvent proposer? Non, pas du tout. En fait, moi, ça va complètement à l'encontre de ce que le parti veut faire. Parce que c'est pas vrai que le gouvernement fait toujours des mauvaises choses. Moi, je pense que M. Bureau, dans plusieurs des champs d'action de la Ville, va avoir un bon héritage. Par exemple, dans le domaine de l'environnement, on regardait les chiffres au niveau du recyclage puis du compostage. On a fait les choses plus vite que les autres villes. On atteint des objectifs plus rapidement que les autres villes. Moi, je ne voterai pas contre ça, ça va bien. Et puis, en fait, ça vous surprendra peut-être, mais à l'Assemblée nationale, à la dernière session, alors que tout le monde se crêpait le chignon, il y a à peu près 85 des votes qui étaient quand même faits à l'unanimité. Parce que la gestion gouvernementale, c'est souvent le gros bon sens. Pour municipal, on est tellement proche du monde que souvent, la plupart du temps, on s'entend, mais c'est sur le 10-15 du temps des autres enjeux où là, il va y avoir un certain affrontement. Depuis la formation, depuis la création officielle du parti, évidemment, vous avez eu la chance là, de rencontrer un petit peu la population, de parler aux gens, aux citoyens, autant du secteur ici que du restant de la ville. Comment la population reçoit là, ce nouveau parti? Je dirais que c'est avec la curiosité. Il y a des gens, moi je prétends que ceux qui suivent la politique municipale puis qui suivent ça de près sont contents. En règle générale, là, sont contents parce qu'ils savent que ça prend... Une élection, ça ne sert pas juste à élire des gens. C'est un aspect, mais pour moi, le plus important, c'est que ça sert à sanctionner un programme en disant, vous voulez faire quelque chose pour Gatineau, là, bien, nous autres, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Et dans l'ancien système, avant que nous, on arrive, c'est 18 candidats indépendants, un maire, il n'y a pas un programme unifié pour la ville. Et nous, on va amener ça, on va apporter ça dans la vie politique. Puis pour moi, ça, c'est essentiel. Ça fait que cet aspect-là, je pense qu'il est très bien reçu. On va avoir un plan d'action, qu'est-ce qu'on fait, combien ça coûte, etc. Et combien de citoyens là, déjà se sont inscrits comme membres du parti? On a un peu plus que 200 membres, on doit être à 250. On va commencer une campagne de recrutement cet automne pour augmenter ça. Mais je dirais que
que dans la population, il y a quand même un grand questionnement sur un parti. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un parti? Puis la politique a tellement mauvaise presse que dire aux gens on va faire plus de politique avec un parti politique, il y a bien des gens qui disent c'est assez, là, on n'en veut plus. Mais je pense que quand ils vont comprendre, quand ils vont voir plutôt notre programme, peut-être qu'ils ne seront pas d'accord avec, peut-être qu'ils vont être d'accord avec, mais je pense qu'ils vont voir l'utilité d'un parti. Où on faisait une rencontre du comité de direction il y a quelques jours. On était 17 autour de la table. Il y a des gens qui avaient des idées sur toutes sortes de sujets. On va avoir un gros programme, un processus d'élaboration du programme. Ça va amener beaucoup, beaucoup de richesse dans le débat public. Évidemment, vous avez été nommé chef intérimaire, si on veut, jusqu'à ce qu'il y ait une course à la chefferie. Ouais. Est-ce qu'on sait vers quelle date ou à quel moment on peut s'attendre à ce qu'il y ait une course afin qu'un chef permanent soit nommé? La question, c'est quand est-ce qu'on fait le congrès? Ouais. Ça va être en début d'année. Le plus tôt qu'on peut imaginer, c'est février. Le plus tard, c'est peut-être en avril, mais après ça, on va manquer de temps là, avant l'élection de novembre. Il va peut-être y avoir une course à la chefferie, peut-être qu'il n'y en aura pas. On va lancer en début d'année, une espèce d'appel aux personnes intéressées de se faire entendre. Et donc, ça serait au congrès, au même congrès où on adoptera un programme. L'idée, c'est que des candidats à la chefferie devraient être capables d'amener des idées pour alimenter le programme. Donc, justement, on ne voterait pas juste sur une personnalité, on voterait aussi pour un candidat ou une candidate qui veut faire quelque chose de précis. Et en ce qui concerne les candidats dans les différents quartiers, j'imagine que vous voulez présenter un candidat par quartier. Est-ce que ça va être des candidats qui vont être nommés ou il va y avoir des courses ou des investitures? Moi, j'ai déjà émis assez clairement ma préférence pour des investitures. Moi, je crois là-dedans. Par contre, ce n'est pas moi qui décide, c'est les membres qui vont décider en congrès. C'est pour une autre raison de faire le congrès relativement rapidement, parce qu'après ça, il faut que les investitures soient convoquées rapidement. Ce que c'est une investiture, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est les membres du parti qui décident qui va se présenter dans le district. Bien ça, c'est une occasion assez extraordinaire de faire un premier débat sur qu'est-ce qu'on veut faire dans le district. C'est quoi les enjeux de Buckingham? Puis encore une fois, moi, je dirais, c'est quoi les enjeux à l'est? C'est quoi les enjeux à l'ouest? C'est quoi les enjeux au centre? Donc, si on a deux investitures ou trois investitures à l'est, donc Buckingham, Masson-Angers, puis j'ajouterais même Rivière-Blanche, parce qu'on a des enjeux communs aussi, bien, est-ce que ces candidats-là du parti peuvent se donner un plan commun plutôt que chicaner comme on le fait depuis des années? Ça fait que pour moi, ces investitures-là, ça va vraiment être une occasion de parler, de faire de la démocratie locale, de faire des débats locaux. Qui vont être repris en moment de la campagne, mais on le sait bien, dans la campagne, souvent, c'est les chefs qui occupent toute la place, c'est les candidats à la mairie, qu'il y ait des partis ou non, c'est les candidats à la mairie. Fait que les investitures, pour moi, ça va être vraiment une première étape de réflexion pour les communautés. Puis ça, c'est bon. Et l'idée d'un colistier pour permettre à un candidat qui serait défait à la mairie de reprendre un siège de conseiller, est-ce que ça fait son petit bonhomme de chemin? Parce qu'on sait que ce n'est pas nécessairement populaire là, parmi les élus. Bien, pour moi, mon opinion, c'est que c'est une question de démocratie. Comme on le fait à Québec, comme on le fait à Montréal, comme on le fait dans les grandes villes, si le chef du parti est défait à la mairie, il peut occuper un poste, le poste de son colistier, sans qu'on déclenche une partielle. Parce que là, par exemple, si M. Charest avait voulu rester après l'élection, bien, on est obligé d'avoir un député qui cède sa place. Ça nous coûte, je ne sais pas combien de dizaines de milliers de dollars organiser une partielle. Donc, c'est une façon d'éviter les partielles. Puis c'est aussi... Puis c'est ça qui est le plus important, c'est une façon de ne pas décapiter l'opposition. Donc, on se retrouve avec les deux porte-paroles, donc le maire et le porte-parole d'opposition, siègent au conseil. Puis ça, moi, je crois dans le débat démocratique. Je trouve que c'est ça qui est le plus sain. C'est quand on a les meilleurs porte-paroles possibles autour de la table. Mais vous y croyez? Est-ce que les autres membres du conseil municipal y croient? Est-ce que vous pensez que ça risque d'être pour... Je n'ai pas beaucoup confiance que ça va passer, parce que si je me fie à ce que mes collègues ont dit, parce que, pour que les citoyens comprennent aussi, c'est que c'est un règlement municipal. Ouais. C'est pas Québec, c'est pas la loi, c'est vraiment le conseil actuel qui décide s'il accepte des colistiers ou non. Dans le conseil actuel, on a 5 représentants d'Action Gatineau, donc 13, en fait 14 qui ne sont pas associés à notre parti, disons. Et là-dedans, pour ce que j'en sais, là, la majorité n'est pas favorable aux colistiers, ils ne veulent pas nous faire de cadeaux. Mais en même temps, pour moi, ce n'est pas un cadeau qu'ils font à Action Gatineau, c'est une question de démocratie. Mais
avant Noël, en tout cas rapidement, nous, on va déposer une résolution puis on va avoir notre réponse. Évidemment, vous en avez parlé un petit peu, M. Charest, campagne électorale là, provinciale qui s'est terminée au début du mois. Vous aviez comme parti politique présenté des demandes aux différents partis. Oui. Bon, évidemment, c'est le Parti québécois qui a pris le pouvoir, minoritaire évidemment, mais quel genre de réponse vous avez reçu là, de la part de Mme Charest ou des gens là, de son entourage? De Mme Marois, oui, pardon, et de son entourage. Je pense pas qu'elle serait contente. Non, pas du tout. Bien, d'abord, moi, j'étais content de l'exercice parce qu'on a posé des questions. Peut-être que M. Bureau aurait sorti sa liste si on ne l'avait pas fait, mais disons que dans le passé, il n'était pas particulièrement habitué à faire ces choses-là. Fait que je suis assez content qu'Action Gatineau ait pris le leadership, ait proposé des questions, qu'on ait eu des réponses de la plupart des partis, même si certaines réponses étaient bien insatisfaisantes. Pour moi, c'était vraiment une belle contribution au débat public. Les réponses qu'on a reçues étaient... bien, ça dépendait beaucoup des partis, là, mais dans le cas du Parti québécois, on va se concentrer sur ceux qui sont au pouvoir. C'était des réponses de partis qui prétendent gouverner. Donc, extrêmement prudentes. Ce qui, en soi, est une réponse. Quand on nous dit, quand on parle de Rapibus à l'ouest, puis que la réponse est extrêmement prudente, ce qu'on sait, c'est que c'est pas gagné, là. On a des gens à convaincre à Québec. Donc, moi, j'étais content de ce qu'on nous a dit. Par exemple, on a posé des questions qui s'éloignaient un peu du municipal, mais qui, pour moi, qui sont une question de prospérité pour tout le monde à Gatineau. C'est, par exemple, l'avenir de l'Université du Québec en Outaouais. Et là-dessus, ils ont été assez clairs et assez intéressants. Mais sur des dossiers comme le Rapibus, sur la bibliothèque, c'était bien prudent. Donc, on a du travail à faire pour convaincre le gouvernement de nous accompagner là-dedans. Évidemment, l'Outaouais qui est maintenant complètement dans l'opposition. Est-ce que vous pensez que les 5 députés du comté, c'est-à-dire de l'Outaouais, de la région, vont être en mesure là, quand même de livrer la marchandise, même s'ils ne sont pas au pouvoir? Bien, ceux qui livrent, c'est le gouvernement, là. Est-ce qu'ils vont être capables de nous aider puis essayer de faire avancer les dossiers? Moi, je suis convaincu que oui. D'abord parce que les gouvernements, en tout cas au Québec, n'ont pas l'habitude de punir les régions qui ne les appuient pas. Et Mme Marois l'a dit et l'a redit, elle connaît l'Outaouais, elle a commencé sa carrière ici. C'est quelqu'un qui a le sens de l'État, qui ne va pas abandonner une région parce que la région n'a pas voté du bon bord. Je dirais même peut-être au contraire, parce que ça a été chaud à certains endroits. Donc, même comme il y a le gouvernement qui va gouverner dans l'intérêt de tout le monde, mais je pense qu'aussi il y a le parti qui va essayer de gagner des sièges, puis ils ont intérêt à s'occuper de nous autres. M. Petneau-Jobin, on prend une pause et on va continuer tout de suite après. Mon nom est Juliette. Je fais partie des amputés de guerre. Je suis une vainqueur. Je l'ai commencé quand j'étais toute petite. Je parle à des personnes qui veulent savoir c'est quoi. Et je dis que je suis née comme ça. Si j'ai une prothèse qui remplace mon bras. Des questions? Qu'est-ce que tu as comme prothèse? J'ai une prothèse avec des fleurs et un papillon et une autre fleur. Et j'ai une prothèse avec des poissons. 3 poissons. Est-ce que des fois ça fait mal, une prothèse? Pas du tout. Mettre une prothèse à Juliette, c'était parce qu'on voulait qu'elle soit autonome. Être autonome sur ses loisirs, jouer à poupée, faire du vélo, sur sa réalité d'enfant de 6 ans. Il faut faire confiance aux forces de notre enfance. Les amputés de guerre, c'est ça que ça nous permet. Je comprends maintenant, quand on dit des vainqueurs, ça pourrait pas être autre chose que vainqueurs. De retour à Parole à l'élu avec Maxime Petneau-Jobin. M. Petneau-Jobin, 2012 qui a été décrété année internationale de la coopération par l'ONU. Et la semaine dernière, la ville de Gatineau, dans une conférence de presse, a reconnu le modèle coopératif pour la ville. Qu'est-ce que ça signifie en classe, si on veut? Bien, beaucoup de choses. C'est-à-dire que, d'abord, c'est une déclaration de principe. C'est de dire qu'on trouve ça important. Donc, concrètement, ça ne change pas beaucoup de choses.
Mais pour moi, c'est un message qui est important parce que c'est vrai que les coopératives ont un impact immense dans la région, localement. Ici, là, on a eu cet été là, la coopérative jeunesse de services qui apprennent à des petites entreprises où les jeunes apprennent un peu l'entrepreneuriat, à offrir des services, à négocier des... Puis ça, c'est grâce aux coops qu'on fait ça. Je ne parlerai pas des caisses, qui est la grosse coopérative au Québec, puis on le voit des communautés locales, c'est à coût de centaines de milliers de dollars que les caisses retournent dans les communautés. Puis moi, je pense que c'est en partie parce que c'est coopératif, parce que c'est vraiment des gens du milieu qui gèrent la caisse locale, qui sont capables de réagir vite. Il y a des coops comme la coop des consommateurs de la laiterie de l'Outaouais, la coop des travailleurs de la coop de la laiterie de l'Outaouais. Sans ces deux coops-là, on n'aurait pas pu investir autant dans la laiterie. Fait que pour moi, les coopératives jouent un rôle extrêmement important dans la communauté. Évidemment, le succès de la laiterie de l'Outaouais, vous en parliez tantôt, c'est un succès absolument extraordinaire et bravo à tous ceux qui ont travaillé là-dedans. J'aimerais qu'on revienne maintenant sur des enjeux un petit peu plus locaux. Le bassin Roméo-Lorrain, on le sait, là, les gens qui se promènent dans le secteur s'aperçoivent là, que les travaux sont bel et bien avancés. Au niveau est-ce qu'on a eu des surplus au niveau du budget, au niveau de... Est-ce qu'il y a eu des surprises dans le sol qui ont fait que ça soit retardé? Pas encore. Les appels d'offres se sont faits dans les prix là, qui étaient prévus, donc on ne parle pas de dépassement de coûts encore. Je dis encore parce que je veux juste être prudent. Là. Souvent, en fait, 9 fois sur 10, on n'en a pas, puis ça se fait, c'est la 10e fois sur 10 où des fois ça se passe mal, mais pour l'instant, ça va très bien. On a eu une seule plainte, à ce que je sache, puis c'est même pas moi qui l'ai reçue, c'est les services sur les travaux eux-mêmes. On sait qu'on avait fait une rencontre de consultation, fait que les citoyens étaient prêts. Ça se passe assez bien. Puis c'est beaucoup de millions. C'est quelque chose qu'on fait cette année, mais on va faire des travaux dans ce secteur-là encore 2 ans. Est-ce qu'on a une date de la fin des travaux là, pour les gens qui résident? Parce que c'est long, évidemment, là, être obligé de subir ces travaux-là. Est-ce qu'on l'échéance était fixée à quelle date? Je ne le sais pas. Mais les gens, s'ils appellent au 311, ils vont finir par avoir la réponse. Quelqu'un va les rappeler. Un dossier, M. Pedneau-Jobin, qui a fait couler de l'encre un petit peu là, dans les journaux, un petit peu sur Facebook aussi. Il y a des gens du secteur près de l'usine de filtration d'eau potable se plaignent de la couleur de leur eau. Ça a fait les journaux là, de l'eau orangée. Un petit peu une guerre, si on veut, entre les citoyens et la ville de Gatineau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, sur cette situation d'eau potable? Bien, d'abord, je dirais un affrontement entre quelques citoyens parce que c'est une partie du problème. C'est que d'abord, cet endroit-là a des problèmes d'infrastructure depuis presque toujours, en fait. C'est un vieux secteur. Il y a des tuyaux qui datent de 80 ans. Il y a jusqu'à 3 tailles de tuyaux. Et à l'entrée de ce secteur-là, ça c'est vraiment Judge Gorman dans le coin là, du parc Gendron, à l'entrée, il y a comme une espèce de goulot. Donc, quand on veut faire des purges, là, il n'y a pas de mot, du nettoyage, on va envoyer beaucoup de pression et on n'est pas capable de le faire parce que les tailles de tuyaux varient. Donc, on a depuis des années un problème de particules en suspension. Jusqu'à l'hiver, c'était vivable, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas la plus belle eau du monde, mais ils étaient capables de la boire sans que ça soit désagréable et tout ça. Là, un peu avant Noël, on a commencé à avoir des plaintes de gens qui disaient « il y a quelque chose qui se passe, là, l'eau est plus bonne. » Et là, on a pris toutes sortes de mesures, d'abord pour essayer de régler à court terme, ça fait qu'on a multiplié les purges. On s'est aperçu que quand on faisait des purges pour nettoyer certains tuyaux, ça faisait bouger l'eau puis les tuyaux ailleurs. Donc, on avait des plaintes de citoyens qui disaient « mon eau était correcte avant », puis là... Donc, on créait nous-mêmes le problème. On a ce qu'on appelle un écoulement permanent d'eau au bout d'une des rues, ce qui est pour l'environnement une catastrophe, mais qui fait que, étant donné qu'il y a un écoulement constant, ça limite les particules en suspension, donc ça augmente la qualité de vie des gens. Puis on a accepté de garder cette purge-là, même si, en fait, on veut les enlever partout à Gatineau, ça. Mais si on l'enlevait tout de suite, l'impact serait extrêmement désagréable. Donc, en pleine canicule, alors qu'on demande aux gens de ne pas arroser, de faire attention à leur consommation d'eau potable, la ville, pour des raisons... de qualité de vie, mais en même temps, nos employés se sont fait engueuler par des citoyens qui disaient « Qu'est-ce que vous faites là? C'est en pleine canicule, on manque d'eau. » Puis nous autres, on disait « Ben oui, mais il y a des gens dans le quartier qui manquent d'eau. »
parce qu'ils ne sont pas capables de la boire. L'eau est trop, elle n'est pas belle. Puis là, encore une fois, j'insiste, elle est potable. Potable, ça ne veut pas dire qu'on a le goût de la boire, mais elle est potable. On ne sera pas malade si on la boit. Mais quand on regarde la couleur, il n'y a pas grand monde qui a le goût de prendre un verre d'eau. Est-ce que vous en avez bu de cette eau-là, M. Non, j'en ai pas bu. Puis ça m'insulte quand on me demande ça parce que je suis assez intelligent pour comprendre que si l'eau n'est pas belle, on n'a pas le goût de la boire. Puis ça, pas parce que j'en boirais que j'aurais le goût de travailler plus fort pour régler le problème. La Ville travaille déjà le plus fort qu'elle peut. Et ça, c'est avant même que ça soit médiatisé, là. Ça a été médiatisé cet été, mais on travaille depuis le mois de février puis le mois de mars. On a creusé la semaine dernière parce que notre degré de difficulté, c'est compliqué les histoires de tuyaux, c'est que chaque rue n'a pas le même problème. Il y a même des résidences où des citoyens, un en face de l'autre, n'ont pas le même problème. Et ça, pour nous, c'est bien dur à comprendre parce que c'est le même canal, le même canal de communication, là. Donc, on travaille fort, mais dans ce secteur-là, on essaie à court terme de régler le problème de pression pour être capable de nettoyer les tuyaux, mais il y a un problème à plus long terme de changer tout ça puis de refaire les canalisations. Mais pour les citoyens de ce secteur-là, à quel moment on peut espérer voir couler une eau de couleur raisonnable, si on veut, dans nos robinets? Bien, encore une fois, pour une grande partie des gens, elle est raisonnable. On n'a pas des plaintes de tout le monde. Ceux qui ont un problème beaucoup plus difficile à vivre, on essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire dans chacune des rues, mais ça serait, en tout cas jusqu'à maintenant, ça augure pas bien. Le plus rapidement qu'on peut vraiment régler le gros problème de pression, ça serait fin 2013, début 2014. Donc, on vise l'été 2014 pour finir les travaux et là, être capable de faire des nettoyages plus efficaces. On est en pleine semaine des transports collectifs et actifs, donc on veut inciter les citoyens, question environnementale, évidemment, à prendre beaucoup moins leur auto, utiliser les transports en commun, évidemment, les vélos quand c'est possible de le faire. Dans le secteur Est, évidemment, on connaît tous la problématique. On sait que, en fait, on doit presque obligatoirement avoir une voiture pour se déplacer parce qu'un transport en commun qui nous amène d'un endroit à l'autre du secteur, ça n'existe pas encore. Est-ce qu'il y a de l'espoir, M. Pedneau-Jobin, quand on peut s'attendre à avoir un service de transport en commun sensé, si on veut, pour notre secteur? Bien, d'abord, on a fait des choses. On a amélioré sensiblement le transport, puis il reste de l'amélioration à faire, mais on a mis de l'argent, puis on a eu des résultats. Moi, j'ai eu des bons commentaires de citoyens pour aller de l'Est jusqu'à Hull ou Ottawa. Oui. La difficulté, c'est à l'intérieur de l'Est. Et le gros changement des 2-3 prochaines années, c'est l'arrivée du Rapibus. Et là, j'ai une rencontre, en fait, dans quelques semaines avec la STO, où on va regarder l'ensemble des bouleversements que ça va apporter. Un des effets, c'est que ça va libérer des autobus, où nos autobus vont partir, vont rentrer dans le Rapibus à la brosse, et là, on va avoir un réseau très efficace, beaucoup plus rapide, ce qui va probablement nous permettre d'augmenter le service entre l'Est et la brosse. C'est le début. Mais ça, c'est un de vos souhaits ou c'est ce que la STO c'est ce qu'on me dit depuis que je suis élu. Okay. Donc, c'est un souhait, mais c'est aussi une volonté de la STO d'améliorer le... Pendant ce temps-là, moi, je veux m'asseoir, puis à cette réunion-là que la STO, je vais l'exprimer, c'est qu'il faut qu'on regarde quelque chose d'intra-Est. Donc, tout le long de la rue Georges pour aller au nouveau pôle commercial qu'on va voir là, le long de l'avenue de Buckingham pour la rue principale, se rendre à l'Épine, l'hôpital. Là, il y a des gens qui sont obligés d'aller à l'hôpital en auto. Il n'y a pas une quantité folle de stationnement autour de l'hôpital. Et ça, la STO va être plus ouverte à regarder ça à partir du moment où on a le Rapibus. Mais pour moi, ça devient la vraie priorité à l'Est. On sait qu'on est, avec le Hull, avec l'ancien Hull, le seul quartier qui atteint 50 de gens qui, quand ils se lèvent le matin, c'est pour aller travailler dans leur quartier. Bien, tout ce monde-là, s'il y avait une espèce de navette, là, il ne serait probablement pas en auto. En plus, on est aussi pauvre que le vieux Hull pour ce qui est d'une certaine partie de Buckingham, entre autres. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'auto, mais qui voudraient peut-être aller magasiner sur l'Épine pour un certain nombre d'achats. Fait qu'encore là, une navette permettrait à toutes sortes de gens de se déplacer, d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais là, quand je dis ça, là, ça ne sera pas fait la semaine prochaine. Mais c'est que si la STO n'embarque pas, c'est très compliqué. Les organismes communautaires de l'Est avaient fait un effort immense
avec une recherche sur quels sont les mécanismes. Là. On a parlé de taxibus, on a parlé de toutes sortes de choses. Puis la solution la plus simple, c'est que la STO s'en mêle. Mais est-ce que la STO a vraiment le choix de dire oui, j'embarque ou non, j'embarque pas? Parce que c'est quand même un organisme qui appartient presque à la ville. Ah, là, tout à fait. C'est une question de volonté politique, là aussi. C'est une question d'argent, mais dans la politique de transport que la ville est en train de se donner, on veut ça. Donc, il n'y a pas d'objection en principe. La question, c'est, on le priorise-tu cette année, combien ça coûte? Puis ça, bien souvent, ça fait qu'on dit non. Mais moi et bien des gens à l'Est, on pense que la nouvelle bataille en transport en commun, c'est celle-là. Évidemment, on va suivre ça de près, M. Pedneau-Jobin. On va challenger, si on veut, on va mettre la STO au défi là, de répondre aux questions le plus possible. Et en terminant, j'aimerais qu'on parle de la gestion des déchets, parce qu'on a appris la semaine dernière que la Ville de Gatineau va cesser d'envoyer ses déchets à la chute. On va les envoyer vers Sainte-Julie jusqu'à ce qu'on bâtisse, là, si on veut, notre usine, notre propre usine de cogénération. Et ça a un impact au niveau écologique déjà. Oui, puis il n'y a personne qui est content de faire ça, d'envoyer ça à l'extérieur. Puis même, il y a un principe assez important en développement durable, c'est que chaque ville, puis au Québec, selon la loi, chaque ville doit gérer ses propres déchets. Mais c'est quelque chose de temporaire. Donc, on le fait, c'est cet organisme-là qui a gagné l'appel d'offres, on le donne aux plus bas soumissionnaires. Mais pour moi, c'est important que rapidement, on ramène ça à Gatineau. Mais il faut bien faire les choses, il ne faut pas que ça nous coûte trop cher, puis tout est en place pour qu'on soit capable de le faire d'ici 2 ans environ. Monsieur Pedneau-Jobin, merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. On se revoit évidemment la semaine prochaine pour une autre émission, la semaine prochaine 15 minutes. Merci. C'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres. La semaine prochaine, en début d'émission, on reçoit le nouveau député du comté de Papineau, Alexandre Iraca. Et en deuxième partie, M. Pedneau-Jobin qui va être des nôtres. Merci d'être sur nos ondes. On se revoit la semaine prochaine. Ici Michel Pilote. Bonne fin de soirée.